Et c'est l'heure à présent de jeter un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Pierrick. Les armes se sont donc tues à Gaza depuis 2 jours maintenant et c'est l'heure du bilan et d'une bataille des chiffres sur Internet. Alors une bataille des chiffres qui a peut-être un peu un côté indécent. On est en train de donner un certain nombre de chiffres, côté palestinien, côté israélien. Et le nombre de victimes civiles ou considérées comme civiles n'est pas forcément le même. C'est ce qu'explique le New York Times avec cette bataille des chiffres, civiles ou non. Alors le New York Times se base sur un certain nombre de données. D'abord celle de l'ONU qui évoque le chiffre de 72% de civils qui auraient été tués lors des opérations militaires israéliennes. Un certain nombre d'organisations palestiniennes donnent des chiffres plus élevés encore, comme ce site Al Mizan Center for Human Rights qui évoque le chiffre de 82% de civils, tandis que cette autre organisation palestinienne, Palestinian Center for Human Rights, évoque un chiffre qui atteint les 84% de civils. Alors du côté israélien, on n'est pas à ces niveaux de victimes civiles. On évoque plutôt un chiffre de 50% de civils. Alors pour qu'il y ait une telle différence, c'est la définition de combattant qui est différente d'un côté et de l'autre. Alors évidemment, du côté israélien, on va chercher à donner une définition la plus large possible. Et c'est d'autant plus facile que le Hamas contrôle la bande de Gaza, il contrôle les administrations. Évidemment, tout le monde est plus ou moins lié au Hamas, du plus petit fonctionnaire au responsable opérationnel dans les opérations militaires du Hamas. Alors évidemment, ça facilite en quelque sorte les affaires d'Israël qui tirent vers le bas ces chiffres de civils. Mais il faut rappeler que de toute façon, depuis 2006 et l'arrivée au pouvoir du Hamas, la population de Gaza est considérée par une certaine partie de la classe politique israélienne comme suspecte puisqu'elle a amené au pouvoir le Hamas. Il n'y a pas si longtemps, une députée israélienne évoquait sur sa page Facebook, en reprenant l'article d'un journaliste, une guerre, mais qui n'est pas une guerre contre le Hamas, mais une guerre contre les Palestiniens. Alors évidemment, tout ça, c'est aussi une opération de communication, essayer de donner un chiffre le plus bas en ce qui concerne les victimes civiles. Mais du côté d'Israël, on aura du mal à effacer ces images qui ont fait le tour du monde, les images de ces enfants blessés ou morts, 400 morts du côté des enfants. On en parle notamment ici sur le site de TV5. Et à Gaza, l'armée israélienne refuse de prendre ses responsabilités vis-à-vis des journalistes. Alors c'est ce qu'explique le secrétaire général de RSF qui, dans un article de Libération, souligne que pour rentrer dans la bande de Gaza, les journalistes étaient obligés de signer une décharge en un seul exemplaire qui restait entre les mains de l'armée israélienne, une décharge pour éviter éventuellement des actions en justice, même si il y avait une bévue de l'armée israélienne, personne ne pouvait emmener en justice cette affaire. Alors évidemment, pour RSF, c'est une façon d'empêcher les journalistes de faire correctement leur travail. RSF qui rappelle que lors de l'opération Plomb durci, on avait tout bonnement interdit l'accès de la bande de Gaza aux journalistes. Des pressions également évoquées par RSF Espagne, des pressions contre des journalistes qui couvraient les événements du côté de la bande de Gaza, alors que cet autre média, un journal américain, le Washington Times, évoque des pressions, mais cette fois-ci celles qui auraient été exercées par le Hamas contre des journalistes pour les empêcher de faire leur travail et de montrer des choses que le Hamas aurait préféré garder secrètes. Une nouvelle taupe menace-t-elle les États-Unis avec des révélations fracassantes? Alors on en parle dans beaucoup de médias français et américains. Ici, c'est la Tribune qui évoque ce Snowden bis qui irrite l'administration américaine. Un article est paru ce mardi, un article qui révèle des informations confidentielles, qui a été relayé notamment par ce site internet, The Intercept, qui est le site de Glenn Greenwald, un ancien journaliste du Guardian qui avait révélé un certain nombre d'informations fournies par Edward Snowden et qui continue de le faire d'ailleurs sur ce site internet, sauf que cette dernière information qui concerne une liste de suspects de terrorisme, eh bien, elle n'émane pas d'Edward Snowden puisque c'est une information qui date d'une date ultérieure au départ d'Edward Snowden vers la Russie, ce qui fait dire à certains qu'une nouvelle taupe est en train de diffuser un certain nombre d'informations. Et Glenn Greenwald lui-même le disait sur son compte Twitter le 4 juillet dernier. Je crois qu'il y a un nouveau whistleblower qui donne des informations.
On verra ça peut-être dans les prochaines semaines. On va en présent en Italie où Francesco Schettino, l'ancien capitaine du Costa Concordia, refait parler de lui. Alors de façon étonnante, on en parle dans beaucoup de médias italiens, notamment comme ce site, La Nazione, journal de Florence, il me semble. Eh bien, Schettino est intervenu dans une faculté du côté de Rome pour donner des conseils en matière de gestion de crise lorsque on doit affronter des situations de panique. Alors c'est assez étonnant de le voir dans cette université pour donner ce type de conseils, lui qui est le seul impliqué dans le naufrage dont on a beaucoup parlé face à l'île du Giglio, celui du Costa Concordia, qui avait coûté la vie à plus de 30 personnes. Capitaine en donneur de leçons finalement. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias. Et restez avec nous tout de suite, Paris Direct continue.